J'arrive d'une famille relativement bourgeoise, avec des parents qui avaient pas mal réussi, moi aussi. Et j'arrive du monde des télécoms et de l'informatique. J'ai dû passer 35 ans pour des sociétés d'informatique et d'opérateurs de télécommunications, ou de constructeurs de produits de télécommunications, français et international, surtout nord-américain. Et j'avais aussi pas trop mal réussi en tant que salarié. Et les choses dans des conjonctures compliquées, puisque je ne vais pas vous apprendre, enfin, ça c'est pas la finalité de notre conversation, mais que les télécoms ont beaucoup bougé, ainsi que l'informatique. C'est une révolution technologique perpétuelle et qui s'accélère de plus en plus, d'ailleurs comme la maladie. Et tout était cohérent jusqu'au moment où on remarquait que ma mère avait des réactions qui nous étonnaient. Donc on est une famille, il y avait un père, une mère et 2 garçons. Et on était un peu surpris de certaines réactions de maman. Et le meilleur ami de mes parents était médecin. Et il a commencé à nous parler d'un certain nombre de choses. Et d'un seul coup, il a utilisé ce terme terrible qui est ça serait intéressant, que ce serait même obligatoire, que d'être, puis c'est le prénom de ma mère, à y faire des analyses, puisque il y a des chances où malheureusement il se peut qu'elle ait un certain nombre de problèmes. Il a probablement utilisé Alzheimer au départ. Nous sommes d'essence israélite, et je viens d'une famille où, ayant vécu comme beaucoup les affres de 39-45, ont quand même réagi et ont été décorés d'un certain nombre de choses en tant qu'acteurs de résistance forte. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'habitude de bouger. C'est parce qu'un père bouge que le fils bouge, mais il y a des moments où ça peut se retrouver dans les gènes. Et donc lorsqu'on a eu la confirmation que maman avait donc cette maladie d'Alzheimer, tout de suite évidemment je suis allé me renseigner. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était donc il y a 12 ans, puisque maman fait partie des exceptions qui confirment la règle, puisqu'en règle générale, après la déclaration de la maladie, c'est entre 6 et 8 ans les moyennes nationales. On est obligé de parler en moyenne et en chiffres, même si ça touche très profondément l'être humain. Et moi je suis donc allé directement chez France Alzheimer, où je fais du terrain depuis 12 ans. C'est un avantage, il faut être honnête, ça aide les autres, et puis ça aide aussi, on s'aide soi-même. On se rend compte que même si c'est compliqué, il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus de problèmes que soi-même. Donc c'est un avantage, c'est un échange entre les autres accompagnants et les gens qui acceptent en se battant un certain nombre de vérités, qui n'acceptent pas en se battant un certain nombre de vérités, ça dépend. Pour rentrer dans le détail, puisque c'est important, souvent l'accompagnant soit s'épuise, soit tombe malade, ce qui était le cas de mon père, qui a développé un cancer. Donc on a vu ce que c'était, je ne suis pas là pour parler de ma famille, mais ce qui est important, c'est de voir qu'on ne traite pas en tant qu'accompagnant, avec des gens qu'on apprécie et qu'on aime et dont on veut s'occuper, quelqu'un qui a une maladie dramatique, mais qui est physique, comme quelqu'un qui a des problématiques neuronales, avec des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer. Donc avec mon père, on a constitué une équipe, mon père, mon frère et maman derrière un peu, enfin, en fonction de ce qu'elle pouvait commencer à aider et à faire. Plutôt c'est ce qu'elle pouvait encore faire, et puis on a continué de vivre comme ça, et on a eu la chance et la volonté surtout de les accompagner pendant 2 ans avec des gens à la maison. On s'est rendu compte que c'était extraordinairement d'abord compliqué, et qu'ensuite ça demandait une véritable fortune. Donc à côté de ça, j'ai été formé par France Alzheimer, et à l'époque c'était le Dr Smile qui était le patron, qui était le vice-président de l'Alzheimer local, et qui est devenu consultant, et qui était patron de service en gériatrie, qui s'occupait de ça. Donc j'ai anticipé un peu sur la connaissance des choses. Au bout d'un certain temps, là, je vais plus vite, mon père est parti, comme souvent, et pas bien, comme souvent avec ces maladies-là, et maman est restée présente, et au bout d'un moment, on était obligé évidemment de basculer dans une maison spécialisée, dite EHPAD, établissement pour les personnes âgées dépendantes, spécialisée dans l'Alzheimer, où tous les gens, tous les malades, il y en a 88, sont tous touchés par cette maladie, ou par des maladies de type
identiques. Et là, rebolote, j'ai continué à m'activer tout en restant France Alzheimer. Je suis France Alzheimer Paris-Ouest, j'étais avant Paris-Sud, puisque Paris est aujourd'hui divisé en deux. Très prochainement, il n'y en aura qu'un seul. J'ai basculé à côté dans la présidence du comité de la vie sociale, ce qui est un élément obligatoire avec au minimum trois réunions, et le président, entre guillemets, enfin le responsable nommé représente les familles avec la direction générale, les professionnels et les accompagnants dits professionnels. Donc entre toutes ces expériences-là, j'ai eu la confirmation malheureusement de ce que l'on entend et ce que l'on voit régulièrement, c'est que l'accompagnant de premier niveau ou même de deuxième niveau s'épuise, mais surtout de premier niveau, que les chiffres sont malheureusement clairs. L'accompagnant de premier niveau, le mari ou la femme, plus de 50% meurent avant le malade, donc il y a un problème social et politique qui malheureusement est certainement pas suffisamment traité, puisqu'on compte sur les accompagnants, et c'est vrai que même si on a encore de l'argent, on ne peut pas le placer partout, et qu'il n'y a pas que des malades de maladies neurodégénératives, maladies qui... l'Alzheimer est une vraie maladie, puisque plus de 50, ou autour de 40 à 50 000 ont moins de 65 ans, le plus jeune a 29 ans, mais 2 sur 3 ont plus de 80. Donc c'est une maladie de personnes âgées qui mérite une attention, c'est une maladie qui cache d'autres maladies, et c'est extrêmement complexe et extrêmement onéreux. Les médicaments n'ont pas tendance à marcher, à lutter contre la maladie, donc le seul véritable médicament qui puisse exister, c'est l'accompagnant, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, comme tout le monde le sait, qui coûte une fortune, qui n'est pas officialisé dans les dépenses, même si France Alzheimer a présenté ses chiffres à raison de 3 000 € par mois. Alzheimer Canada lui a présenté des chiffres qui sont nettement supérieurs, puisque malheureusement, quand on est accompagnant, c'est un métier, et on se doit d'être présent, dans certains cas, presque tout le temps. Si on ne l'est pas, eh bien, ou on ferme la porte, puisqu'on est obligé de partir pour faire des courses et pour faire un certain nombre de choses, et dans ces conditions, on reste seul et il peut se passer n'importe quoi. Autrement, eh bien, on aborde le côté noir des présentations qui existent partout, c'est que on peut être obligé d'accrocher le malade ou de l'enfermer quelque part, puisque le risque est trop grand, sachant que dans certains cas, au travers de certains niveaux de maladie, on est obligé d'accrocher le malade à sa chaise, parce que s'il se lève, il tombe, et s'il tombe, il se casse, entre guillemets. Donc fort de ça, et fort des expériences que j'ai pu entendre, et des drames des gens que j'ai pu écouter, auxquels j'ai pu chercher à donner des avis, dans certains cas exceptionnellement des conseils, mais ça pouvait que s'arrêter que là. Je me suis rendu compte, comme n'importe quelle personne, que sans argent, comme pour beaucoup de choses, ça ne marche pas. Le fait d'être accompagnant, c'est, en dehors du fait que c'est le début d'une vérité extrêmement complexe, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début d'une nouvelle sensation, et c'est surtout le début d'un besoin évident de beaucoup d'argent. Dans ces conditions, les chiffres sont simples. Lorsqu'on a quelqu'un, ou lorsqu'on a des gens qui viennent officiellement, puisqu'il y a des gens qui profitent évidemment du principe de payer les gens comme ça, mais lorsqu'ils viennent officiellement, si on raisonne sur un 3-8, 24 heures sur 24, ce qui est énorme bien sûr, à raison de 7 jours sur 7, ça va être un coût absolument hallucinant de 100 à 120 000 € l'année. Donc qui peut se permettre ça, peut-être certaines très grosses fortunes, certainement, s'ils veulent bien dépenser leur argent, en contrepartie, c'est infaisable. La deuxième solution, c'est la maison spécialisée, une maison spécialisée dans le nombril de la France, perdu dans les bois. Ça va être entre 25 et 30 000, 20 à 25 000 € par an. Donc déjà, c'est très complexe, puisque une retraite moyenne pour une femme, c'est 900 €, pour un homme, c'est 1500, et la moyenne des deux, c'est 1100. Même si 900 plus 1500 ne fait pas 1100, donc ça veut dire qu'il y a évidemment un impact plus lourd, puisqu'on a plus de femmes que d'hommes,
Et ce qui est aussi malheureusement respecté dans le cas des maladies Alzheimer, il y a plus de malades Alzheimer femmes que d'hommes. Donc le résultat, c'est que en dehors de ces centres cachés, j'entends à 25 000 euros, dès qu'on est dans les villes ou autour des villes, là on table tout de suite à des sommes absolument hallucinantes qui vont tourner entre 35 et 60 ou 65 000 euros. Et là, c'est complètement dingue. Donc, fort de l'expérience que j'avais au départ, je suis revenu sur mes premières amours qui étaient les télécoms et l'informatique et l'assistance à l'homme. Ce sont des maladies qui ne peuvent pas être vues autrement que par un traitement humain. Il y a certaines maladies qui demandent évidemment des médicaments qui peuvent être traités par des machines. Là, on l'a dit tout à l'heure, les médicaments ne marchent pas, ou jouent sur le comportement mais pas contre la maladie. Donc, comme on l'a précisé, le seul médicament c'est l'accompagnant. Donc c'est la seule personne qui est susceptible d'assister. Et donc dans ces conditions, ce qu'il faut faire, c'est le garder le plus possible dans une forme la plus totale, puisque lorsqu'il va bien, le malade va mieux, et lorsqu'il va mal, c'est de chute. Donc le système qui est basique, simple et qui ne demande pas une réflexion effrénée, était de se dire comment est-ce qu'on peut l'aider, puisque nous on n'est pas médecins. Quand je dis non, nous, j'aborde la société Linker Service, puisque avec un de mes amis, Richard Sacone, qui, comme presque tout le monde, lui a eu une grand-mère qui était Alzheimer, qui est partie depuis longtemps, et qui venait, lui, de l'expertise comptable et de la télévision, moi, dans du commercial et des télécoms et de l'informatique. À un moment, on s'est dit, il y en a marre, qu'est-ce qu'on peut faire? On est parti du postulat lourd de l'expérience que moi j'avais, expérience marketing mais involontaire, puisqu'elle était faite dans la vision de l'assistance à la personne par, entre autres, Alzheimer. Et puis entre-temps, j'ai oublié de préciser que, comme la problématique de l'accompagnant Alzheimer et celle des autres aussi, je suis aussi rentré dans une autre association, qui est l'Association nationale des aidants, et qui, elle, a une vision qui part du postulat que, comme je viens de le préciser, l'accompagnant a toujours les mêmes problèmes. Donc que ce soit un Alzheimer ou autre chose, il faut trouver des réponses. Voilà. Bon, donc clair, net et précis. Donc pour moi, je le répéterai peut-être tout à l'heure, mais c'est plus un combat qu'autre chose. Je dois lutter contre ça, ça fait du bien aux autres, et moi ça me permet de vivre du mieux possible, sachant que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, mais qu'en contrepartie, j'ai la conscience la plus totale que autant mon père que j'adorais, sa maladie ne m'a pas changé, en contrepartie la maladie de ma mère m'a complètement déboussolé, m'a complètement transformé. C'est assez étonnant ce que peut faire ce type de maladie lorsque un malade vous prend pour votre père, pour son frère, pour son père. Enfin, il faut être très aidé, il faut être très formé, il faut être très informé, ce qui d'ailleurs la plupart du temps n'est pas le cas des accompagnants. Donc avec Richard, on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On s'est dit voilà, c'est l'aidant qu'il faut aider. Comment est-ce qu'on peut l'aider? On peut l'aider non pas en lui donnant de l'argent, mais en cherchant des solutions qui pourraient le rendre plus tranquille, lui donner des plages horaires où il pourrait faire un certain nombre de choses. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de... là on parle de l'aidant naturel, l'aidant de premier niveau. On peut essayer de le libérer. Pour le libérer, il faut chercher à le remplacer sur une période précise ou lui dégager un certain nombre de responsabilités. Et donc, fort de ça, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, en utilisant des machines. Alors là, on a continué la réflexion, ça a demandé 2 ans. Et on s'est dit, le seul média cohérent par rapport à ça qui puisse donner la preuve instantanée, c'est l'image. Parce qu'il y a un certain nombre de solutions qui peuvent exister. Nous, on trouve que c'est bien, mais on considère que l'image c'est mieux au travers de ce que je viens de vous dire. L'inconvénient de l'image, et c'est évident, c'est le respect de l'éthique, et c'est fondamental, c'est que l'image est terriblement intrusive. Et on s'est dit, par rapport à cette intrusion, si on arrive à trouver des logiciels d'intelligence comportementaux qui font qu'ils n'autorisent la remontée des images qu'en cas d'alerte, les images restent encryptées, on n'aura que les avantages de l'image sans les inconvénients, puisque automatiquement, l'image étant là, c'est que ça correspondra à un risque avec une personne en fragilité,
et que le fait de ne pas s'intéresser à un risque avec une personne en fragilité, c'est comme que ce soit un vieillard ou un enfant, pour moi, je considère que c'est non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, ces solutions marchent, respectent l'éthique et le droit. On a installé plus de 1000 lits maintenant, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à ce qui peut exister comme malade en EHPAD, puisqu'on travaille en EHPAD avec des maisons spécialisées, et j'expliquerai pourquoi, et avec des accompagnants naturels chez eux dans les pièces de vie. On ne cherche pas à mettre des caméras partout, puisqu'au travers entre autres de notre logiciel on gère le temps. Donc si on définit qu'un malade ne doit pas rentrer dans une pièce, le fait d'ouvrir la porte provoque le démarrage du système, et s'il a l'habitude de rester mettons 5 minutes quand il va dans cette pièce, si au bout de 5 minutes et 1 seconde il n'est pas ressorti, c'est une alerte, et dans ces conditions ça remonte sur un centre de vidéovigilance que l'on a, avec des gens qui sont d'essence soit psycho, soit médicale, et qui sont formés à la pathologie, bien évidemment, et qui vont suivre, et qui vont transformer cette alerte soit en alarme, en prévenant, là cette fois-ci, les gens responsables et l'accompagnant, soit vont lever l'alerte, puisque la personne sera ressortie de cette... Nous ne mettons pas, pour des principes d'éthique, là aussi, bien sûr, puisque encore une fois, c'est l'un de nos credos, de caméras dans les pièces d'eau, toilettes, salle de bain, alors que ce sont les endroits où sont les plus gros pièges pour les malades, toujours par rapport à ce système, à cette vision de l'éthique. En contrepartie, rebolote, lorsque la porte s'ouvre, comme c'est une relation entre l'accompagnant, le malade et nous-mêmes, on sait qu'en règle générale, il a l'habitude de mettre un certain temps et rester un certain temps dans cet endroit, et à nouveau, s'il y a un temps qui est dépassé, ça se transforme en alerte. Présenté comme ça, c'est relativement simple. Il est évident que ce sont des logiciels qui sont puissants. Il est évident que dans la vie, que ce soit des machines ou que ce soit des hommes, le 100% n'existe pas. Donc il y a des moments où c'est très exceptionnel. On peut rater un événement anormal au niveau comportemental. Les logiciels deviennent de plus en plus fins. On a l'intention d'intégrer ce type de prestation avec d'autres logiciels, de façon à proposer des services en fonction de l'état du malade et de l'envie de l'accompagnant. Le point fondamental, bien évidemment, j'allais oublier de le dire tellement c'est évident, c'est qu'on n'installe pas de solution sans l'accord soit du malade, soit lorsqu'il est sous tutelle de son accompagnant, ou même de lui-même, même s'il est sous tutelle, il est capable d'avoir une vision. Ce type de service est proposé à l'accompagnant naturel, comme je le disais tout à l'heure, et à son malade. Nous faisons la même chose dans les maisons spécialisées, donc de type EHPAD, de type public ou privé. On a commencé avec les hôpitaux publics et avec certaines structures légères ou même des grands groupes d'EHPAD privés. Pourquoi ? Il faut savoir qu'un EHPAD moyen en France, c'est 80 lits, et qu'en règle générale, la nuit, c'est entre 1 et 3 personnes, la moyenne de surveillance. Quand je parle comme ça, je ne veux pas me faire trop d'ennemis, c'est plus autour de 1 et 2 que 3. Donc, fort de ça, quelle que soit la qualité humaine des gens, c'est absolument infaisable, puisque si sur une population en moyenne de 80 personnes, vous avez 40% qui doit être changé, un change moyen, on ne va pas rentrer aussi dans ça, c'est 12 minutes, donc on voit que c'est pas possible que lorsqu'on rentre chez le malade, et parce qu'il est chez lui dans sa chambre, eh bien, on va évidemment, si on va le changer, donc on va le réveiller, il va être dans ses réflexions, dans son monde, dans ses sensations, et donc il se peut qu'il se lève, qu'il chute, et il sera automatiquement relevé au prochain passage, quand au prochain passage il y a. Donc on arrive à des situations absolument aberrantes, où des gens peuvent rester 2 heures, 3 heures, 4 heures allongés dans des positions absolument effrayantes, et moi qui ne suis pas médecin, j'ai entendu par les spécialistes, il y a ce qui se passe avant le premier quart d'heure et après. Avec des solutions comme les nôtres, quand on les installe, bien évidemment, on a la possibilité, comme j'ai pu le définir tout à l'heure, d'avoir des remontées d'alerte. On a notre centre de vidéovigilance qui est toujours en vidéovigilance, puisque c'est en action, et qui va prévenir les professionnels qui, là, ont la possibilité d'organiser les choses et d'organiser leur tournée. Ce qui fait que l'avantage évident
c'est que pour le malade, eh bien d'abord, même s'il n'en est pas parfaitement conscient et même s'il communique différemment de nous, il y a toujours une notion de douleur, d'un certain nombre d'éléments identiques à nous, mais dans un, comme je dis régulièrement lorsque je vais voir ma mère toutes les semaines, je passe dans un autre monde parallèle. Donc il y a les mêmes choses, sauf que la communication n'est pas automatiquement la même. Et dans ces conditions, le malade va être libéré dans les 3 ou 5 minutes, enfin, sur un temps rapide. L'accompagnant, quand il voit son malade qui est vert bleu, puisque en règle générale ce sont des gens âgés qui marquent très facilement, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même une fissure qui s'opère et une réaction de peur qui se met en place. Les professionnels de santé de nuit ont la possibilité d'être beaucoup plus cohérents dans la logique de leur tournée, et les professionnels de gestion, nonobstant la responsabilité qu'ils peuvent avoir, puisqu'on peut se retrouver quand même devant un tribunal, il y a une responsabilité pénale qui peut être mis en exergue, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ou trop, et ça part du postulat que ce sont des métiers extrêmement complexes, ils sont terriblement assistés par des solutions comme les nôtres. Point important aussi, et rebelote, même lorsque dans une structure il y a une installation donc de Linker Service avec sa marque qui s'appelle EDAO, qui est faite dans une chambre, et si on demande automatiquement l'autorisation, encore une fois bien sûr au malade et ou à son accompagnant, d'utiliser le service, s'il y a un refus, évidemment on ne met pas le service en place dans la chambre, et donc on respecte bien évidemment les besoins et la vérité du malade. Chaque fois qu'on installe une solution comme la nôtre dans un EHPAD, on demande, parce qu'on ne peut pas le forcer, mais on demande, c'est une obligation non forcée, qu'il y ait un comité d'éthique qui soit constitué dans l'EHPAD, avec un représentant de la direction générale, un représentant du corps médical, un représentant des syndicats et un représentant des familles, et pourquoi pas d'ailleurs si c'est possible un représentant des malades, et de façon à avoir une confidentialité totale. Il y a possibilité d'avoir accès exceptionnellement après validation du comité d'éthique et de la famille à certaines images dans certains cas. Là, il y a un chiffre, c'est de l'informatique évidemment traditionnelle, donc il y a des codes, et une partie des représentants du comité d'éthique ont une partie des codes, de façon à ce qu'il n'y ait pas la possibilité d'aller accéder, ce qui est extrêmement complexe. Si on n'a pas les codes, il faudrait que ça soit, entre guillemets, si on part du postulat que les gens sont capables de rentrer sur Fort Knox ou à la NASA, bien sûr que même si c'est parfaitement crypté chez nous, je vois pas très bien l'intérêt pour quelqu'un, mais c'est toujours, tout est faisable. La meilleure des portes blindées peut être ouverte par le gars qui vient de vous la vendre, si vous avez laissé les clés de l'autre côté. Bon, la vie, c'est aussi un peu ça. Mais le point important, encore une fois, au niveau de l'éthique, c'est qu'on ne peut pas imaginer de démarrer ce type de solution parce que, enfin, du moins, si on n'a pas la validation de l'éthique et du suivi. Et pourquoi on a la possibilité, dans certains cas, de demander à avoir un accès exceptionnel avec autorisation du comité d'éthique et de la famille, c'est que on peut faire reculer l'image de 15 minutes dans le système. S'il y a une chute grave, sur demande médicale, enfin, on peut avoir l'explication d'une chute. Est-ce que c'est une problématique d'un nouveau médicament qui fait que le malade agit mal? Est-ce que c'est la maladie qui avance? Est-ce que c'est une problématique de maladie de hanche? Enfin, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais ça propose enfin une solution à ce type de choses. Mais il n'y a accès à ce cryptage que dans des limites précises, avec des gens qui sont automatiquement informés et qui ne sont, qui sont formés et responsabilisés à l'ensemble de ces choses, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, dans certains cas, on peut rencontrer malheureusement des gens qui ne sont pas automatiquement que gentils et qui peuvent être d'ailleurs taxés de pervers. L'homme est ainsi fait que
ça peut se faire. Le principe, c'est de choisir la meilleure solution par rapport à des problèmes qui sont quand même extrêmement complexes à gérer. Je dis régulièrement avec Richard et sa grand-mère derrière, mais moi dans mon cas précis, cette société, je l'ai faite, mon frère aussi évidemment nous a assisté dans le capital, parce qu'au départ on a démarré avec une partie entre guillemets de nos noisettes, des futures retraites complémentaires dont on aura certainement tous besoin, mais ça c'est un autre discours. C'est grâce à maman qu'on a fait ça, autrement jamais je serais arrivé à ça, jamais on serait arrivé à ça. Donc le fait de pouvoir lutter contre ça, le fait de pouvoir aider, le fait de pouvoir faciliter quand c'est possible, avec une vision nationale et internationale, parce que s'il y a véritablement une maladie qui rend les gens absolument tous identiques, c'est bien entre autres l'Alzheimer, puisque quelle que soit la couleur des gens, leur religion ou leur langue, ils ont tous le même regard. Et je peux vous dire que j'ai vu dernièrement trois patrons de militaires, un amiral et 2 généraux, qui étaient au même niveau que maman, alors qu'à une époque ils étaient responsables de choses exceptionnelles. Donc la relativité des choses prend toute sa force dans ce genre de choses, et le maître mot aussi derrière. Et c'est pas parce que je suis interviewé au niveau de l'éthique qu'il est évident que la complexité des choses, mais le respect que l'on doit avoir, c'est de trouver une solution qui soit dans le respect de l'autre, dans la vision de l'éthique. Et c'est pour ça que pour moi, ma première approche, ma première vision de l'éthique, c'est avec ce que je fais actuellement, c'est d'être capable de dire, voilà, ce genre de solution existe, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Ça marche jamais à 100% dans la vie. En contrepartie, vous avez le choix. Si vous prenez, vous avez raison. Si vous ne prenez pas, vous avez raison. C'est votre choix. Il faut vivre votre rôle d'accompagnant ou de malade ou de personne fragilisée du mieux possible. Et après, comme on dit dans le désert, ce qui est absolument pas évidemment mon historique, Inch'Allah.